Bonjour à vous, bonjour à tous. Bon, on est à la dernière session de la matinée, donc j'imagine que vous avez eu beaucoup de choses intéressantes ce matin. J'espère que le son est bon. Le son est bon pour vous? Parfait. Et vous avez sûrement faim, donc on s'est donné une mission avec Yves, c'est de vous donner un peu de nourriture intellectuelle pendant les 30 prochaines minutes. Donc mon nom est Hervé Durand, je suis Distinguished Engineer chez Kyndryl, une société qui a été créée en septembre et qui est leader des services d'infrastructure dans le monde avec 90 000 employés. Et je suis accompagné de Yves Darnige, qui est notre practice leader pour la partie application, data et intelligence artificielle. Donc ce qu'on souhaite vous présenter ce matin, c'est à travers des use cases, l'apport des API, à quel point c'est puissant et notamment comment ça contribue à accélérer le processus d'innovation et puis aussi à augmenter la performance informatique, justement à travers ces fameux cas d'usage. Avant d'entrer dans les cas d'usage, je vais revenir quand même sur les apports des API. Pourquoi c'est si attrayant, pourquoi on les utilise depuis maintenant quelques années, et notamment à travers 4 dimensions principales. La réutilisation. Les API, ça permet finalement de ne pas avoir à réinventer la roue, de bénéficier de l'expertise externe. Et ça intéresse aussi bien les grands groupes que les petits groupes. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. Et puis, ça permet surtout de démarrer rapidement. On peut faire des prototypes, on peut explorer, on peut tester. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant et qui permet de bien s'intégrer au niveau de la méthode agile, qui est maintenant plutôt bien implantée chez la plupart de nos clients. Un autre des éléments qui est important, c'est le partage. C'est-à-dire vous-même, vous allez rendre votre propre expertise à travers des API. Donc c'est un nouveau business model de la même façon et vous allez pouvoir finalement aussi bénéficier d'un retour d'expérience de vos utilisateurs qui, à partir des API que vous exposez vous-même, vont créer une valeur que vous n'aviez pas forcément imaginée à l'origine. Puis surtout, j'adore les deux parties du bas parce qu'elles sont relatives à la liberté. C'est-à-dire faire ses choix technologiques, faire ses choix d'organisation, embaucher les compétences dont on a besoin, qui sont parfois très, très pointues, et puis ainsi pouvoir toujours s'organiser pour atteindre un objectif unique de façon indépendante, et puis maîtriser son calendrier, donc maîtriser son temps, à travers notamment une gestion du budget, une gestion aussi de votre communication. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments vraiment très très importants et ce ne sont pas quelques dizaines d'API que vous allez avoir à gérer, mais plutôt rapidement vous allez voir des centaines d'API. Et pourquoi? Parce que vous avez plusieurs types d'API. Vous avez des API externes ou publiques, celles que vous exposez, qui sont utilisées par vos clients, qui sont en général bien structurées, qui doivent avoir une philosophie, qui doivent avoir un état d'esprit pour qu'on puisse les utiliser correctement et puis anticiper des besoins futurs. Puis des API internes qui sont beaucoup plus liées à la technologie, qui vont beaucoup plus bouger, mais qui en général sont assez volumineuses. On en a beaucoup, ça demande beaucoup de travail. Et c'est pour cette raison que vous allez avoir très rapidement beaucoup d'API. On a besoin de se doter, pour cette raison, d'un outil d'API management. Et je vais y venir, parce que c'est un élément clé. Quand on se lance dans le développement d'API, qu'on en utilise aussi, on doit se doter de ce type d'outils, dont le but, c'est vraiment de créer, de superviser, de contrôler en toute sécurité les API qu'on va délivrer. D'accord? Donc on est dans ce qu'on appelle la gouvernance des API, une vue simplifiée, une vue homogène qui permet de bien suivre le cycle de vie de vos API. Et on va le faire à travers un certain nombre de savoir-faire qu'on a acquis au sein de Kyndryl. Il y a déjà, il faut le savoir, des dizaines de solutions d'API management sur le marché. On en compte à peu près 150. C'est difficile de faire le tri, certaines sont as a service, certains sont des solutions que vous allez déployer par vous-même pour peut-être faire face à des régulations qui s'imposent à votre industrie, au secteur finance, à l'assurance ou à la santé. Et on peut vous aider à déployer ces outils et à les maintenir, à les faire évoluer. La sécurité aussi est un élément hyper important. Il n'y a pas de projet aujourd'hui sans faire attention à la sécurité. Les API véhiculent de la donnée. Et cette donnée, il est hyper important de vérifier, de s'assurer qu'elle ne peut pas être attaquée, qu'elle ne peut pas être possédée par quelqu'un qui n'y est pas autorisé. Donc toute la partie gestion des rôles, droit d'accès à la donnée, c'est quelque chose de très important, mais aussi au niveau du code. Il va falloir vérifier que le code lui-même ne contient pas des vulnérabilités. Ça peut être des choses aussi simples qu'un mot de passe, que des secrets, ou bien une requête SQL qui est mal
mal écrite et puis finalement qui va avoir non seulement un impact sur les performances, mais un impact sur la sécurité. Et il faut faire attention à ces deux éléments-là. Ce qui fait qu'on voit tout de suite que l'outil d'API Management, finalement, est très lié aussi à votre chaîne CI/CD de production de code. Alors, un autre élément qui est important, c'est tout l'aspect contrôle des accès, tester, documenter. La partie documentation, il ne faut surtout pas la sous-estimer. On est parfaitement au courant aujourd'hui qu'il y a beaucoup de turnover, que les personnes peuvent changer d'une entreprise à l'autre. Il ne faut pas perdre le capital qu'on a acquis, ce capital intellectuel. Et puis aussi, on est en recherche de transparence. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont besoin, à un moment donné, de savoir comment les données sont traitées, ce qu'on en fait, et pouvoir documenter ça à travers un système type API Management, ça reste très très important. Enfin, configurer l'endpoint, là, de facto, c'est ce qu'on va contrôler à partir des API. Mais un des éléments qui est aussi très très intéressant, c'est l'élément d'analytique, la partie statistique, qui va permettre d'avoir une vue sur l'état de santé des API que vous exposez. Sont-elles performantes? Sont-elles utilisées? Lesquelles? Est-ce que je rencontre des problèmes sur certaines catégories d'API? Quelles sont celles que je vais privilégier par rapport à d'autres? Ah, c'est mieux comme ça. Et même avoir des informations, par exemple, sur la localisation géographique des API, enfin ce genre d'éléments. Voilà. Alors, maintenant j'ai fait cette première passe sur les API, je vais venir sur un cas concret, un cas qu'on s'est appliqué à nous-mêmes par le développement d'un outil où on a utilisé énormément les API. Alors, c'est un outil qui est vraiment orienté infrastructure, vous allez le voir, performance informatique, qui a vocation à gérer de façon simplifiée des plateformes hétérogènes. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui sont extrêmement disparates et des technologies qui vont du mainframe au distribué, du Linux, du Windows, de la VM, du container, du database as a service. Enfin, c'est extrêmement disparate. On en trouve en diverses localisations sur le Edge. Et donc, on a décidé de créer cet outil qui s'appelle le Kindred Cloud Management Platform. Son petit nom, c'est KCMP. Et je vais vous montrer comment on est parvenu à développer cet outil en l'espace de quelques mois grâce aux API. Alors cet outil, il est composé de 4 modules. Un module Marketplace, c'est un module en fait qui consolide en un lieu unique une sorte de catalogue de services qui peuvent venir de part et d'autre. Je vais y revenir par la suite. Un deuxième module qui est le module Opération. Celui-ci, il a plus vocation à vous présenter la santé, l'incidentologie de vos infrastructures, de vos plateformes. Un troisième module qui est lié au DevOps, qui a vocation plutôt à observer la dynamique d'innovation de vos applications, de vos développements, de vos centres de recherche et de développement. Et puis le FinOps, parce que finalement, l'IT, c'est jamais gratuit, c'est une évidence. Et donc il faut en avoir pour son argent, il faut toujours s'interroger sur le retour économique de ce que je suis en train de déployer pour mes clients. Donc on voit ici finalement 4 modules. 4 modules, ça se traduit par 4 squads au niveau de l'organisation. 4 équipes qui vont finalement travailler de façon indépendante. Et on retrouve donc l'intérêt de ce qu'on a vu précédemment autour des API, ce côté liberté, ce côté indépendant, qui leur ont permis de travailler de façon complètement séparée. Alors, pour le premier module, la marketplace, finalement, la marketplace, comme je disais, c'est simplement présenter un catalogue de services. D'accord ? Et pour ce faire, elle va communiquer avec des agents extérieurs. Donc, par exemple, les cloud service providers, que l'on connaît tous, Amazon, Azure, GCP, IBM, qui pour chacun de leurs services exposent des API. Donc là, ce ne sont pas les API de l'application, ce sont les API qui sont exposés par les fournisseurs de services qui sont différents d'un fournisseur à un autre et qui fournissent des informations du type nom du service, description du service, quel est le plan de facturation, quels sont les paramètres dont j'ai besoin pour pouvoir provisionner le service. Et toutes ces informations-là vont revenir au sein d'un marketplace et la populer. Et puis, il y a un deuxième cas d'usage, c'est des infrastructures privées. On peut avoir des clouds privés. Alors, si ceux-ci sont déjà dotés d'API, on peut les réutiliser. Mais sinon, le module Marketplace lui-même va exposer des API qu'on a sélectionnés
Et il va attendre le même type d'information. C'est quoi le service, c'est quoi son nom, c'est quoi son plan de facturation, etc., etc. Et ainsi, on va pouvoir alimenter cette fameuse marketplace. Donc là, on voit qu'on a fait beaucoup de reuse, et finalement, c'est assez efficace. Dans le deuxième cas, on est dans un cas où c'est l'incidentologie. Donc là, on est vraiment dans un mode push. Hein, d'accord ? Ce sont des systèmes externes qui utilisent des API du module opération pour pousser de la donnée. Donc pousser par exemple des incidents, des alertes, des changements, des données d'inventaire, de software, des données aussi de patch, de version de middleware et autres. Ça vient de systèmes type ITSM, hein, donc des CCMDB, des application monitoring, du ADAC, Yves va y revenir par la suite. Et donc ces données vont être traitées, manipulées pour faire des dashboards déjà efficaces pour un directeur des opérations par exemple, ou un chef de produit qui veut savoir comment son produit fonctionne, puisque derrière tout ça, il y a bien sûr des gestions des accès et des rôles. Et puis aussi, qui va vous sortir des insights, c'est-à-dire des points d'amélioration pour augmenter la stabilité de votre système en se basant sur des systèmes de machine learning et d'intelligence artificielle. Le troisième module, c'est un module que j'aime beaucoup. Alors là, on peut imaginer que c'est du push, mais souvent, on se connecte aux API de la chaîne CI/CD, hein, en réalité. Et on va récupérer des informations de type commit, de type publication, de type échec, les vulnérabilités. Donc ça donne deux types d'informations. Une information sur la dynamique d'innovation. En général, plus on a de commit, plus on est actif. Et un deuxième élément qui est sur la maturité des équipes. C'est-à-dire que si on a beaucoup d'échecs lorsqu'on fait les mises en production, qu'on sait déterminer pourquoi on a ces échecs, est-ce que c'est parce qu'on a des failles de sécurité ou autre, on va pouvoir organiser des sessions de formation pour être plus efficace à l'avenir et faire en sorte que les équipes finalement montent en compétences. Et dernier module, celui-ci il est plus terre à terre, mais il est hyper important, hein, puisque le but c'est d'en avoir pour son argent. Et ce qu'on ne va pas investir quelque part, on peut le réinvestir autre part pour en avoir plus. Finalement, c'est juste de collecter les actifs, ce qu'on a provisionné, le niveau d'utilisation, et puis à nouveau, avoir quelques informations sur des pistes d'amélioration. Là, on voit bien 4 modules qui sont indépendants, qui fonctionnent de façon séparée, et pourtant qui font partie d'un tout, la Kyndryl Cloud Management Platform. Alors, ces modules, ils vont communiquer aussi avec l'extérieur, bien entendu. Je veux dire, si je provisionne un service auprès de ma marketplace, je dois informer aussi mon système ITSM qui a un changement, qui a une évolution, ma configuration database, pour pouvoir en tenir compte. Et ensuite, ça va intégrer mon système au niveau des opérations. Et il en est de même pour les nouvelles publications d'applications. Pour le module FinOps, il est important aussi d'avoir toujours des coûts qui sont à jour. Et alors, sinon, on ne va pas vous donner les bonnes suggestions de réduction de coûts, de savings. Et puis, même ces modules peuvent discuter entre eux. C'est-à-dire, on peut imaginer que module opération envoie des données comportementales, des informations qui permettront, par exemple, de déterminer la saisonnalité d'une application et pouvoir anticiper peut-être un accroissement de puissance, un redimensionnement de l'application quand on arrive à une période dont on sait qu'il y a une forte activité, et puis ensuite la réduire parce qu'on sait qu'on va avoir moins d'activité sur cette application. Donc tout ça forme, comme je disais, cette fameuse application, la Kyndryl Cloud Management Platform, qui elle-même finalement se consomme à travers des API. Et ces API, on va les intégrer dans vos applications. C'est vous qui allez le faire, c'est même pas nous qui allons le faire. Donc vous allez pouvoir faire avec ces API des choses qu'on n'a pas imaginées et on a hâte de le voir d'ailleurs. Et donc on s'appuie, je l'ai appelé système de gestion des API, mais c'est bien sûr l'API management dont je vous ai parlé précédemment qui contribue. Voilà, donc ça c'était un premier exemple d'un use case qui montre comment on peut utiliser les API externes, internes, les nôtres, pour produire en quelques mois un outil assez efficace qui permet à divers personas, qui soient des directeurs des opérations, des directeurs financiers, des DSI, des product managers, de prendre les bonnes décisions. À présent, je vais laisser la main à Yves pour des cas d'usage orientés métier. Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Hervé vient de vous expliquer comment Kyndryl utilise la technologie API à travers la plateforme KCMP pour permettre à des clients
d'opérer, orchestrer, créer et consommer des services IT, et ce, à partir d'une console unique dans un environnement qui est éminemment hétérogène. Là, je vais m'intéresser à la même approche sur un cas d'usage autour de la gestion de la donnée. On va voir que les problématiques sont assez similaires. Et Kyndryl a créé une offre de services qui s'appelle, nom barbare, MCDMS, qui veut dire Multi-Cloud Data Management Service, parce que le constat est absolument unanime que chez nos clients, les données sont silotées, sont réparties dans les différents services et différents départements. Ces données peuvent être stockées sur des cloud providers, dans des systèmes on-prem, dans des data centers. Quelquefois, les données sont stockées, les clients ne savent même pas que ces données sont stockées. Donc, il y a un vrai déficit pour arriver à créer une data fabric qui harmonise l'ensemble de ces sources de données et de créer ce que j'aime bien appeler un guichet unique de la donnée qui va être donc partagé par l'ensemble des users de l'entreprise, sachant que l'idée derrière, ce n'est pas simplement de créer cette data fabric, c'est aussi de créer une usine de modèles qui va permettre de valoriser la donnée ainsi stockée. Donc, si on regarde un petit peu tout ce qui a trait à la donnée et le use case data, on peut d'abord se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'analyser les données. Donc là, je vous ai mis à l'écran 4 use cases métiers autour du traitement de la donnée que je vais passer en revue les uns après les autres. Au demeurant, si vous voulez voir d'autres use cases métiers autour de l'industrie 4.0, du retail, vous pouvez passer sur notre stand. On a un stand disponible, vous pouvez passer, on pourra vous en présenter plus. Donc le premier cas d'usage à votre gauche, c'est un cas d'usage qui a une application clairement dans le domaine du retail, mais pas que, et qui vise à identifier et mesurer la performance d'un nouveau produit ou d'un nouveau service bancaire ou d'un nouveau service d'assurance avant que ce produit soit effectivement sur le marché. Donc l'intérêt de ce type de use case, il est évident en termes de supply chain, de logistique et de test de lancement de nouveaux produits. On parlait d'innovation, clairement, là on est sur de la gestion de l'innovation. Pour faire ce type de cas d'usage, il y a clairement besoin de montrer ce nouveau produit ou ce nouveau service à un panel de consommateurs. Il faut le montrer entouré d'un environnement de concurrence, parce que quel que soit le produit ou le service qu'on va lancer, il ne va pas être lancé tout seul. Donc il va être forcément en concurrence avec des produits existants. Donc cette première étape est intéressante, de demander à un panel de consommateurs de faire un ranking de préférence du nouveau produit par rapport à un univers de concurrence. Une fois que vous avez ça, vous n'avez pas encore la part de marché de votre nouveau produit, parce qu'en montrant le produit à votre panel de consommateurs, vous avez mis par construction ce nouveau produit à 100% de notoriété. Or, on sait bien qu'un des problèmes de lancement d'un nouveau produit, c'est justement qu'il n'est pas connu. Donc là, il va falloir aller chercher des données partout dans l'entreprise, en termes de marketing, de campagne publicitaire, pour faire le lien entre le push publicitaire qui accompagne le lancement d'un nouveau produit et la montée en notoriété du produit. Et à ce moment-là, vous pouvez, du coup, moduler vos rankings de préférence avec cette montée en notoriété. Ce type de cas d'usage fait appel à beaucoup de données, à la fois dans l'entreprise et à l'extérieur, et donc exactement dans le cas qu'on souhaite aborder aujourd'hui, qui est un cas d'usage avec de la donnée provenant de sources très différentes. Le deuxième cas d'usage, celui que j'ai appelé définition des caractéristiques RSE, c'est un cas d'usage qui permet de profiter de toutes les informations qui sont dites et postées et commentées sur Internet pour aller créer automatiquement, avec des outils d'IA, de compréhension naturelle du langage, des caractéristiques qui ne sont pas des caractéristiques physiques. C'est-à-dire que lorsque vous avez un service bancaire, vous avez un taux, vous avez etc. Lorsque vous avez, je sais pas, un yaourt, vous savez quelle composition il a. Là, on ne parle pas du tout de caractéristiques physiques, on parle d'aller chercher sur Internet l'ensemble des informations qui sont postées et écrites à propos d'un produit, utiliser ce qu'on appelle du NLP, donc la compréhension naturelle du langage, pour aller créer ces caractéristiques automatiquement. L'intérêt, il est très important, notamment pour évaluer des distinguos par rapport à réalité-perception. Ça permet aussi de mesurer une élasticité au fait, si on prend le cas de RSE, d'être ou de ne pas être RSE. Combien ça coûte à une marque de ne pas être RSE? Évidemment, vous pourriez très bien faire cette même approche en disant, lorsque vous allez sur Amazon acheter un produit, vous pourriez très bien, avant de décider d'acheter le produit, de faire un search Google en disant « je veux voir comment ce produit a été créé
au niveau du respect de l'environnement, des règles sociétales, etc. Vous pourriez faire ça à la main. Là, l'idée du cas d'usage, c'est au contraire d'utiliser l'IA pour créer ces caractéristiques automatiquement. Et encore une fois, ça dépasse le cadre simplement du retail, ça peut s'appliquer à la banque, à l'assurance, à tout produit vendu en B2C. Donc le troisième cas d'usage sur la partie référencement, donc là c'est un cas d'usage plus classique qui revient à dire finalement j'ai un espace en magasin ou en entrepôt, comment j'optimise cet espace et quels produits je mets dans cet espace pour optimiser mon chiffre d'affaires ou ma marge. Alors la tendance naturelle pourrait être de dire je mets dans mon linéaire tous les produits qui se vendent beaucoup. Ce qui est une énorme erreur parce qu'en fait il existe des produits qu'on appelle store switching. C'est-à-dire que si vous ne les trouvez pas, ils ne se vendent peut-être pas très bien, mais si vous ne les trouvez pas dans votre rayon, vous allez les chercher ailleurs dans un autre magasin. Une fois que vous êtes parti dans un autre magasin, Dieu seul sait combien vous allez acheter dans l'autre magasin. Donc il y a vraiment besoin d'avoir une approche agnostique de l'ensemble des produits et de ne pas forcément pousser ceux qui se vendent le plus. Le dernier cas d'usage, c'est un cas d'usage plus autour de la supply chain et de la logistique, essayer de localiser des entrepôts pour optimiser la desserte de magasins ou de clients finaux. Alors, ce qui est important dans ces cas d'usage, et encore une fois, on en a plein d'autres sur lesquels on travaille et je vous invite à venir sur notre stand. Ce qui est important sur ces cas d'usage, c'est que c'est relativement facile de créer ces cas d'usage en mode sur le coin d'une table. Enfin, je me comprends, en mode un peu one-shot, prototype. Ce qui est très compliqué et ce qui apporte vraiment de la valeur à l'entreprise, c'est de déployer ces cas d'usage au niveau de l'entreprise de façon scalable et durable. Donc passer d'un mode un peu prototype, je dessine un petit modèle dans mon coin avec des jeux de données test, à une approche à grande échelle et qui permet de, en continu, alimenter, réentraîner mes modèles et les faire vivre dans l'entreprise. Quand je dis les faire vivre dans l'entreprise, ça veut dire aussi réinjecter les résultats de ces cas d'usage dans des applications métiers. Et là, on peut faire appel à des technologies API pour le faire. Par exemple, si je reprends le cas d'usage que j'avais tout à l'heure, où je parlais de comprendre, évaluer la part de marché d'un nouveau produit avant qu'il soit lancé, il est évident que ce résultat de cas d'usage, il a un intérêt énorme à être réinjecté dans une application de supply chain, pour savoir combien je vais fabriquer de produits, où est-ce que je vais le livrer et quand. Et bien, ce lien-là entre les cas d'usage et des applications métiers peut faire appel à une intégration via des technologies d'API. Alors, là, ici, j'ai mis les 4 grandes étapes, en fait, d'un fondamental pour pouvoir justement industrialiser un cas d'usage, c'est la création de cette fameuse data fabric. C'est un des socles fondamentaux pour justement pouvoir industrialiser le cas d'usage. Alors, il n'y a pas que celui-là, il y a tout un aspect aussi formation des personnes dans l'entreprise, il y a un aspect organisation, il y a un aspect acculturation, donc je ne veux pas non plus réduire le fait de gérer la data correctement à simplement un problème technologique. Mais c'est important de créer ce socle de données qui démarre donc de la data collection, donc qui va aller chercher les données là où elles sont, pour les centraliser en un point unique. Alors vous avez 2 façons de le faire, soit vous le faites de façon logique, c'est-à-dire que vous pointez à partir d'un endroit unique là où se trouve la donnée, que ça peut être dans Google, dans Amazon, dans Azure, en on-prem, soit vous dupliquez les données. Ça dépend un petit peu des cas d'usage et des performances que vous souhaitez. La deuxième étape, c'est la partie stockage, donc qui est beaucoup plus large que le stockage, c'est de dire ces données-là, j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'elles sont à jour, où est-ce qu'elles sont stockées, donc est-ce qu'elles sont de qualité et qui a droit d'y accéder. Donc c'est toute la partie au sens large de gouvernance. Et là, c'est fondamental puisque là, on parle d'une plateforme de données qui va vivre dans le temps. Encore une fois, ce n'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps, qu'on va devoir manager dans le temps, donc faire évoluer. La troisième étape, c'est la partie data engineering. Donc c'est là, on commence à créer des rapports métiers avec les données qui vont vraiment intéresser des métiers bien précis et du coup pouvoir concrètement apporter des réponses. La dernière étape, c'est j'utilise l'ensemble de ces données élémentaires pour trouver des corrélations entre ces données et je fais des modèles de machine learning supervisés ou non supervisés. Il y a plein de techniques pour répondre à des cas d'usage du type de ceux que j'évoquais avant. Alors, toutes ces étapes de la data fabric et de la gestion de la donnée, Kyndryl a créé une propriété intellectuelle, un logiciel en tant que tel, qui s'appelle ADAC, et Hervé en a parlé juste avant, qui veut dire Augmented Data Analytic Console, et qui permet à partir d'un écran unique, quel que soit l'endroit où vos données sont stockées,
de visualiser l'ensemble de la vie de la donnée, depuis sa collection jusqu'à sa consommation par des modèles. Alors, c'est vraiment un unique de Kyndryl. Chaque hyperscaler, chaque fournisseur de cloud peut avoir ces services-là, mais l'unique, c'est vraiment de pouvoir avoir à disposition, à travers tous les environnements, la vie de votre donnée et avoir vraiment des alertes et un tableau de bord qui vous permet de piloter votre donnée. Alors, cette console ADAC, au même titre que de ce qu'évoquait Hervé autour de KCMP, est basée sur une architecture API. Et cette console ADAC répond aux 4 grands challenges qu'on a ici et que Gartner reconnaît quand on parle de data management. Tout d'abord, les données sont distribuées, on l'a vu, silotées, réparties partout, et assez hétérogènes. Elles sont disparates en termes de format et de type de données. Il peut y avoir du texte, de la voix, de la vidéo, des chiffres. Disparates également en termes de qualité de données. Vous pouvez avoir des données qui sont absolument de mauvaise qualité, car issues d'applications qui sont plus maintenues ou pas assez modernes. La notion de dynamique fait appel à des notions de temps réel. Alors le temps réel, ce n'est pas simplement un nice to have, c'est aussi pour certains métiers indispensable, notamment pour combattre la fraude. Si on prend le secteur des télécommunications par exemple, le fait de prendre des décisions et d'avoir de l'analytique en temps réel ne donne pas le temps à certains consommateurs de frauder. Donc vraiment le temps réel, c'est une notion qui est très importante et qui se développe de plus en plus et qui n'est pas simplement un truc sympa à avoir. Et enfin la partie discovered qui est il y a tellement de sources de données qui existent dans ma boîte que j'ai besoin d'avoir automatiquement une intelligence qui me montre des relations entre les données, qui me fait rajouter des métadonnées, donc des données sur les données, pour mieux les comprendre. Alors, si on regarde un petit peu cette console ADAC, et pareil, si vous voulez voir une démonstration de cette console, vous pouvez venir sur notre stand et on se fera un plaisir de vous démontrer la force de cette console. Alors, qu'est-ce que fait cette console? Elle permet en fait d'avoir un premier tableau de bord qui vous dit, voilà, sur l'ensemble des données disponibles dans l'entreprise, voilà combien sont sur GCP, Azure, Amazon et IBM Cloud ou on-prem. Voilà quels sont les rapports qui tournent, voilà quelles sont les databases qui, effectivement, sont en train de tourner. Ensuite, on peut descendre plus en détail et dire, essayons de voir au niveau de chaque pipeline, donc au niveau de chaque rapport, quels sont ceux qui ont bien tourné, mal tourné, et pour ceux qui n'ont pas été successful en termes de réalisation, de comprendre quelles sont les données qui n'étaient pas bonnes. Donc descendre à un niveau data et source de données pour mettre des seuils et dire si dans un fichier en question j'ai plus de 50% de données à zéro, j'ai une alerte. Et sur mon dashboard, j'aurai une alerte qui dira attention, ce fichier n'est pas bon. Et enfin, une partie Discovery qui permet d'identifier de nouvelles relations qui dépassent un petit peu ce à quoi vous, en tant qu'utilisateur métier, vous pouvez penser, mais qui vont peut-être vous montrer de nouvelles relations entre les données qui seront à investiguer. Alors bien sûr, cet outil intéresse l'ensemble des équipes qui travaillent sur la data en entreprise, depuis la personne qui s'occupe de data opération, donc qui lui ou elle est en charge de comprendre où sont les données, sur quelle plateforme sont-elles disponibles. Le data ingénieur qui, lui, va créer des data pipelines et des rapports et les faire évoluer. Le data steward pour une raison évidente, parce que lui, il est en charge de la qualité et de la gouvernance de la donnée. Et enfin, le data scientist qui est intéressé par la faculté de la console à trouver de nouvelles relations entre les données et les documenter. Alors, cette console est bâtie sur une architecture API. Pourquoi? Parce qu'évidemment, certains de ces services sont déjà disponibles en natif chez les cloud providers. Donc là, l'objectif de ADAC, c'est si un client est sur GCP, ces services existent en cloud natif, et du coup, on va aller chercher via des API ces services-là pour les exposer sur une console unique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce monitoring à partir de ce portail unique, quel que soit l'endroit où se trouvent vos données. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le data lineage. Donc une fois que vous avez un problème de qualité, vous pouvez remonter à l'origine des données élémentaires pour voir quelles sont les données qui ont eu un problème. Donc c'est vraiment une console qui permet le pilotage de A à Z de l'ensemble des données construites sur un modèle, une architecture API. Alors maintenant, pour terminer, si vous souhaitez engager avec Kyndryl sur des problématiques de data de ce type-là, très souvent, nous, on tombe dans des cas de figure où nos clients disent « j'ai beaucoup de données, mais je ne sais pas trop quoi en faire ». Donc on a une offre d'un workshop d'assessment de la donnée qui permet de s'asseoir avec vous
Quand je dis vous, c'est les gens des métiers chez vous, les gens de l'IT, les gens de la data, si vous en avez, et de faire un état des lieux en fait, de votre architecture donnée actuelle, d'imaginer de nouveaux use cases avec des techniques de design thinking, prioriser ces use cases, faire un blueprint pour recommander une nouvelle architecture de données pour arriver à adresser ces use cases, et enfin, un modèle de construction et de déploiement, et peut-être de gestion ensemble. Donc ça, c'est un workshop que l'on propose à nos clients, et qui répond vraiment à la question j'ai plein de données, mais je ne sais pas exactement si je les utilise bien, si je fais au mieux avec, peut-être que ça me coûte très cher, parce que je les stocke, mais j'en fais rien, etc. Donc là, on est vraiment sur un workshop pour défricher toute la partie data ensemble. C'est vraiment un workshop de co-création ensemble, vous et nous, sur le sujet. Donc encore une fois, si vous avez des questions, que ce soit sur ce workshop-là ou sur la console ADAC que j'évoquais juste avant, venez sur notre stand, on est juste à côté, et on vous fera un grand plaisir une démo des deux. Voilà. Merci beaucoup.